Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente 22 ans de prison pour une innocente. Une enquête d'Axel Vigneault. « 1h30 du matin. Soudain, Craig Folbig se réveille en sursaut. Un cri vient de le tirer du sommeil. Kathleen, son épouse, n'est plus dans son lit. Craig bondit hors de la chambre et se dirige d'instinct vers celle de Sarah, leur fillette de 10 mois. La porte est entr'ouverte, la lumière est allumée. Le jeune père de famille découvre Kathleen à genoux près du berceau, les joues ruisselantes de larmes. Il s'approche, le souffle court, submergé par une horrible sensation de déjà-vu. Sa petite Sarah, cheveux blonds et bouille ronde, repose sur le dos. Ses yeux grands ouverts fixent un horizon qui n'est déjà plus de ce monde. L'intervention des secours, les soins d'urgence, les massages cardiaques n'y changeront rien. Ce 30 août 1993, la malédiction des Folbig a encore frappé. Quand ils se sont connus quelques années plus tôt, rien ne laissait présager une telle avalanche de malheur. Craig est alors vendeur de voitures sur la côte est de l'Australie. Kathleen, elle, travaille à Babico, un magasin de vêtements pour bébés. Le coup de foudre est immédiat. Ils se marient. Le 1er février 1989, Kathleen donne naissance à Caleb, un adorable petit garçon. Et c'est alors que le destin frappe une première fois. Le 19 février, en début de soirée, elle couche Caleb dans son couffin. Le petit est propre, changé et en parfaite santé. À 2h50 du matin, pourtant, Kathleen, affolée, réveille son mari. « Chérie, réveille-toi vite. Caleb ne réagit plus. On dirait qu'il est évanoui. » Craig découvre en effet son fils couché sur le dos, inanimé. Caleb, âgé de 19 jours, vient de succomber à la mort subite du nourrisson. Un mal cruel, peu courant, qui touche moins d'un bébé sur 1000. Dévastés, Kathleen et Craig conjurent le sort en donnant naissance à Patrick 1 an plus tard, le 3 juin 1990. Mais 5 mois après sa naissance, le garçonnet est victime d'une hypoxie cérébrale, une oxygénation insuffisante du cerveau. Là encore, c'est très rare. Les conséquences sont terribles. Patrick perd la vue et enchaîne les crises d'épilepsie. Pour mieux s'occuper de lui, Craig prend un congé sans solde de 3 mois. Kathleen veille jour et nuit devant le couffin. Hélas, ce ne sera pas suffisant. Le matin du 13 février 1991, alors que Craig a repris le travail depuis 3 jours, il reçoit un appel de son épouse en larmes. Craig, mon Dieu, c'est horrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. C'est encore arrivé. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Je comprends rien, là. Patrick est mort. C'est encore arrivé. Patrick est mort dans son lit, à l'âge de 8 mois. L'autopsie attribue son décès à un arrêt cardiaque. Dû à quoi? Impossible à dire. Selon ce récit, Kathleen l'a laissé seule quelques minutes à peine, le temps de prendre une douche. Lorsqu'elle est revenue, l'enfant était mort. Plus d'un couple n'aurait pas survécu à cette épreuve. Mais les Folbig s'accrochent, soudés par leur malheur. Pour s'éloigner des fantômes, tenter de repartir à zéro, ils déménagent pour Thornton, dans la banlieue de Sydney, et s'installent dans un joli pavillon à la façade blanche. Kathleen souhaite retomber enceinte au plus vite. Craig est réticent, et on le comprend. Alors qu'il n'a pas 30 ans, il a déjà perdu 2 enfants. Il se laisse toutefois convaincre, et la petite Sarah voit le jour le 14 octobre 1992. Comme Caleb, comme Patrick, c'est apparemment un bébé en parfaite santé. Avec elle, l'espoir durera 10 mois, jusqu'au 30 août 1993, et au cri déchirant de sa mère dans le silence de la nuit. Sarah a rejoint ses 2 frères dans la tombe. 3 morts subites du nourrisson au sein d'une même famille. Ce cas n'existe pas dans les annales médicales, ni en Australie, ni ailleurs. Quoi qu'il en soit, les 3 petits corps ne présentent aucun signe de maltraitance. Ni les services sociaux, ni la police n'enquêtent sur les Folbig. Du moins, pour l'instant. Dans l'entourage du couple,
personne n'ose exprimer ses doutes. C'est la compassion qui domine et même une forme d'admiration devant ce couple qui semble indestructible. En 1995, nouveau déménagement, cette fois à Singleton, au cœur d'une paisible région viticole. Kathleen souhaite toujours devenir maman, fonder une famille. Est-ce pour elle la seule manière de surmonter le traumatisme de sa propre enfance épouvantablement tragique ? Alors que Kathleen n'avait que 18 mois, son père a assassiné sa mère de 24 coups de couteau. Orpheline, elle a ensuite grandi entre foyer et famille d'accueil, avant d'apprendre à 14 ans la sinistre vérité sur ses parents biologiques. Se remet-on jamais d'un choc pareil ? En août 1997, Kathleen met au monde son 4e enfant, prénommé Laura. 6 mois passent, puis la barre fatidique de la première année. La malédiction serait-elle enfin brisée ? Le 1er mars 1999, hélas, la réponse tombe, impitoyable, comme la hache du bourreau. Laura meurt dans son lit, pendant sa sieste. Et une fois de plus, les médecins concluent à une mort naturelle. Mais cette fois, Craig, fou de douleur, refuse d'y croire. Pour lui, la fatalité ne suffit plus à expliquer l'inexplicable. C'est à nouveau, comme toujours, Kathleen qui a découvert le corps de l'enfant. Et puis, durant l'enterrement de Laura, ses larmes lui paraissent exagérées, factices. Un horrible pressentiment gronde en lui. Partage-t-il sa vie depuis 12 ans avec une tueuse de bébés, une mère infanticide en série ? Le 19 mai 1999, Craig profite d'être seul à la maison pour fouiller dans les affaires de sa femme. Il découvre, caché au fond d'un tiroir, un épais cahier d'écolier dont les pages sont couvertes d'une écriture désordonnée. Le journal intime de Kathleen. Il ouvre au hasard et tombe sur un court texte daté du 18 juin 1996. À l'époque, les 3 premiers nourrissons sont déjà morts. Cette fois, je suis prête à avoir un autre enfant. Dès que je serai sur le point de perdre le contrôle, comme les fois précédentes, je passerai le bébé à quelqu'un d'autre. J'ai retenu la leçon. Plus loin, à la date du 14 octobre, nouvel aveu ambigu. Je ne suis toujours pas enceinte. La nature et le destin ont décidé de ne pas me donner une 4e chance. Ils ont sans doute raison. Je suis bien la fille de mon père, cet assassin. Craig Folbig tourne les pages frénétiquement. Les confidences s'enchaînent, plus terrifiantes les unes que les autres. Le 4 décembre 1996, elle a écrit « Je suis prête, même pour un bébé difficile, même pour un bébé qui ne dort pas. Je demanderai de l'aide et je dormirai quand je pourrai. Je crois que c'est le manque de sommeil qui est à l'origine de ce qui s'est passé avant. » Le 4 février 1997, mon sentiment de culpabilité me hante, ainsi que ma crainte que tout recommence. Ce qui me terrifie le plus, ce sont les moments où je serai seule avec le bébé. Puis le 6 juillet 1997, elle écrivait encore « J'espère que je vais mettre fin à mes idées noires. Ou du moins que je les verrai arriver suffisamment tôt pour demander de l'aide. Ce sera la clé de la survie de ce bébé. » Ce que découvre Craig, ce sont les confessions à peine voilées d'une meurtrière. Les pièces du puzzle s'imbriquent. Tout s'explique. Craig prévient la police, à qui il remet le journal de Kathleen. Celle-ci est interpellée et interrogée de longues heures. Si elle reconnaît avoir peiné à exercer son rôle de maman, elle nie avec véhémence toute implication dans la mort de ses enfants. Leurs corps sont exhumés, autopsiés. À la lueur des récents éléments de l'enquête, le légiste nuance les conclusions de l'époque. Selon lui, il est possible que les nourrissons aient pu être volontairement étouffés. Il s'agirait donc d'un quadruple infanticide. Vertigineux. Au printemps 2003, Kathleen Folbig comparaît devant la Cour suprême de Darlinghurst. Craig, qui a obtenu le divorce, est assis sur le banc des parties civiles. Sa déposition n'est pas tendre envers son ex-épouse. Il décrit une femme qui ne semblait pas tirer beaucoup de bonheur de son rôle de mère et cherchait constamment à se défausser de ses responsabilités. Défile ensuite à la barre tout un cortège de blouses blanches qui dépeignent la personnalité cynique de l'accusé. Ses pulsions de mort,
liée au traumatisme de son enfance et à sa filiation, revendiquée dans son journal avec son assassin de père. Roy Meadow, un grand ponte de la médecine britannique, enfonce le clou en déclarant « De mémoire de médecin, nous n'avons jamais vu de cas similaires. » Et quelles sont vos conclusions, professeur ? 2 morts subites du nourrisson, c'est déjà suspect. Mais 3, ce sont des meurtres. Le procureur, lui, s'interroge à haute voix. Alors si je comprends bien, à chaque fois que Madame Folbig se levait la nuit pour aller aux toilettes, elle trouvait l'un de ses enfants sans vie. Enfin, est-ce vraiment une simple coïncidence ? La lecture accablante du journal intime de l'accusé achève de convaincre les jurés. Verdict, 30 ans de réclusion assorti d'une période de sûreté de 25 ans. Kathleen Folbig est désormais l'incarnation du mal. L'histoire était censée s'arrêter là, et le nom de cette femme restait à jamais voué aux gémonies. Mais en août 2019, la professeure Carola Vinuesa de l'Australian Academy of Science est contactée par l'un de ses anciens étudiants. Il fait partie des rares Australiens à penser que la mère de famille a été condamnée à tort, ou du moins qu'il existe un doute raisonnable de son innocence. Il suggère à Carola Vinuesa, experte en maladies génétiques, de se pencher sur le dossier. La spécialiste accepte. Elle se procure les rapports d'autopsie et tous les documents médicaux versés au dossier d'instruction. Incroyable. Son ancien élève a vu juste. L'étude des génomes des bébés, notamment des 2 filles, révèle la présence d'une rarissime mutation génétique appelée CALM2. Ce gène, dont est également porteur Craig Folbig, peut provoquer de graves dysfonctionnements cardiaques chez les enfants en bas âge. En d'autres termes, les bébés Folbig n'auraient pas été tués par leur mère, mais par le gène de la mort présent dans leurs ADN. Carola Vinuesa se lance alors dans une croisade pour faire réhabiliter Kathleen. En 2021, elle co-signe avec 90 scientifiques, dont 2 prix Nobel, une pétition réclamant la tenue d'un nouveau procès. Elle rend visite à la détenue dans sa prison et alerte les médias sur ce qui serait la pire erreur judiciaire de l'histoire australienne. Et ce battage finit par payer. Le 5 juin dernier, Kathleen a été graciée. À 56 ans, la voilà libre, après 22 ans passés derrière les barreaux. Née d'un père assassin, mère de 4 enfants décédés en bas âge, accusée du pire des crimes, cette femme doit se demander ce qu'elle a fait pour mériter pareil châtiment. Espérons que le destin, dans les années qui lui restent à vivre, se montrera plus clément. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.